Nous sommes très heureux d'accueillir Stéphanie Laporte, magistrat au tribunal de Nantes, maître Cohen Sanson et maître Mathieu Caus-Popro, qui vont donc évoquer le rôle de l'avocat et du juge dans une perspective plus judiciaire cette fois-ci. Alors plus précisément, on va je sais pas. On va se poser la question de savoir si... La thématique de notre intervention, c'est de se poser la question de savoir si l'intelligence va tuer ER, bien évidemment. Désolé pour les jeunes confrères qui n'ont pas la référence. Et donc le sous-titre exact, c'est « Est-ce que nous exerçons des professions encore utiles ?» C'est-à-dire que est-ce qu'on se dirige vers une justice algorithmique? Alors, ça existe déjà en Europe. Il y a un exemple d'un pays européen qui teste depuis 2019 les juges robots, puisque c'est comme ça. C'est effectivement l'Estonie qui, pour les litiges de nature civile contractuelle de moins de 7 000 €, permet de rentrer les documents sur une plateforme et sort une décision qui a valeur d'un jugement. Et ensuite, seulement si vous souhaitez faire appel, vous avez affaire à des jugements. Donc cette justice, elle existe déjà au sein de l'Europe. C'est effectivement en Estonie. Donc la question, le parti pris qu'on a décidé tous les trois, c'est de prendre Mathieu et moi chacun un dossier qui relève de la 4e chambre civile. Donc c'est ce qui nous a servi de prompt. Alors je rassure messieurs les bâtonniers, nous n'avons rentré aucun jeu de conclusion, aucun nom, rien du tout dans les IA. Vous allez voir les prompts. Et on a demandé à des IA différentes de nous produire des conclusions pour moi. Et on va comparer aux jugements qui ont été rendus par la 4e chambre civile. Donc c'est effectivement voilà, ce genre de petit jeu. Alors j'ai bien entendu que la qualité de la réponse dépend de la qualité du compte. Mais voilà, c'est le parti pris qu'on a pris. Donc Mathieu, tu vas prendre la parole après moi, et après Madame Laporte vous dira ce qu'elle pense des décisions, des solutions générées par les IA au regard effectivement des jugements qu'elle a elle-même rendus dans nos deux dossiers. Comme ça c'est mieux, parfait. Oui, alors comme convenu donc, dans le cadre de ce petit groupe de réflexion, j'ai interrogé ChatGPT sur une question de procédure qui venait d'être tranchée par la 4e chambre du tribunal judiciaire de Nantes dans le cadre d'un incident, à savoir la question de l'applicabilité immédiate aux instances en cours d'un article du Code civil, l'article 1253. Au terme duquel, alors je vous le dis là, j'en reviendrai brièvement après sur la manière dont la question a été posée à ChatGPT. L'article 1253 du Code civil, c'est celui qui a codifié les actions pour les troubles anormaux de voisinage et qui a limité à un certain nombre de parties, dans le cadre d'une liste qui a priori est exhaustive, les parties à l'égard desquelles on peut agir quand on est voisin sur le fondement des troubles anormaux de voisinage sur une responsabilité sans faute, à savoir le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal d'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs. Et nous avions donc un litige devant la 4e chambre du tribunal judiciaire de Nantes sur cette question. Réponse de la 4e chambre, les défendeurs se prévalent donc du nouvel article 1253 du Code civil. Or, cet article est entré en vigueur le 17 avril 2024 et il n'est donc pas applicable en l'espèce. Cet argument ne constitue pas une contestation sérieuse opposable à la demande de provision. Donc moi, j'ai posé à ChatGPT la question suivante. L'article 1253 du Code civil est-il immédiatement applicable aux instances en cours? J'ai une réponse assez précise, puisque ce que je vous mets là à l'écran, c'est la réponse de ChatGPT que j'avais interrogé par écrit. Donc il m'a répondu, oui, l'article 1253 du Code civil est en principe immédiatement applicable aux instances en cours, mais cela dépend du contenu exact de l'article et de la nature des droits qu'il régit. Et on a l'explication juridique qui est la suivante. Donc, principe de l'application immédiate de la loi nouvelle, article 2 du Code civil. Vous le verrez dans le slide, effectivement, la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations juridiques en cours tant qu'elles ne sont pas définitivement constituées. Et puis, nature de l'article 1253 du Code civil, il faut savoir si cet article a un caractère procédural ou substantiel. Ce que je vous cite là, c'est la réponse de ChatGPT. Soit il s'agit d'une règle de procédure, soit il s'agit d'une règle de fond. Et il m'a, à son tour, posé une question, en retour.
Il m'a demandé « Souhaitez-vous que je consulte le texte actuel de l'article 1253 pour préciser sa nature et son applicabilité exacte ?» Ce qui était quand même assez intéressant comme approche de sa part, ai-je trouvé. Alors je me suis dit d'abord, moi je pensais qu'à partir du moment où je posais la question de savoir quel était si l'article 1253 du Code civil était applicable, à partir du moment où il me répondait, ça voulait dire qu'il connaissait le contenu de l'article 1253 du Code civil. Or, manifestement, ça n'était pas le cas. C'est vous dire quand même comment fonctionne cette intelligence artificielle et comment doivent fonctionner les prompts. Les prompts. Voilà, c'est ça. Parce qu'en réalité, la question que j'aurais dû poser, c'était l'article 1253 du Code civil, au terme duquel, etc., est-il applicable aux instances en cours? Donc, je lui ai répondu oui, allez regarder l'article 1253 du Code civil. Et donc, il a précisé sa réponse. Après être allé chercher une information dont il ne disposait pas lui-même, parce que ChatGPT n'est pas une base de données en réalité. C'est une sorte d'intelligence qui va chercher les données là où il pense pouvoir les trouver. Et donc, on a cette réponse qui est très détaillée, pour le coup, qui codifie la responsabilité de plein droit donc, en matière de troubles anormaux de voisinage, qui dispose, etc. Je vous en ai donné lecture tout à l'heure. Et ensuite, il a appliqué à cela l'article 2 du Code civil. Il a dit que l'article 1253 en question ne modifiait pas substantiellement le régime juridique existant, mais qui consacrait finalement une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation. Donc, il terminait en disant que c'est plutôt une clarification qu'une innovation, ce qui favorise son application immédiate aux instances en cours. Et la conclusion était la suivante: l'article 1253 du Code civil est applicable aux instances en cours, sauf si une application rétroactive portera atteinte à des acquis. Étant donné qu'il s'agit d'une codification de principes jurisprudentiels existants, son application immédiate est généralement admise. Ça allait donc à l'encontre de la décision de la 4e chambre du tribunal judiciaire de Nantes. Et un petit scoop, puisque dans l'intervalle, j'ai eu un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 6 mars 2025 qui semble quand même plutôt en phase avec ChatGPT. Je ne sais pas si la Cour est allée elle-même le consulter pour rendre son arrêt. En tout cas, elle a dit qu'elle a effectivement cité l'article 2 du Code civil. Selon le premier de ces textes, toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle rentre en vigueur. Le second texte prévoit une liste de personnes limitatives dont la responsabilité de plein droit pour troubles anormaux du voisinage peut être engagée. Et elle a terminé en disant « Eu égard à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle du 15 avril 2024, la Cour soulève d'office le moyen de tirer de l'éventuelle application de l'article 1253 du Code civil au présent litige. » Sachant qu'elle nous a donc posé la question de savoir ce que nous en pensions, puisque c'était quelque chose qu'elle relevait d'office, et que l'arrêt sera rendu le 12 juin 2025 sur l'ouverture des débats. Donc ce sera dans le cadre du colloque de l'année prochaine que je vous donnerai la position de la Cour d'appel. Mais c'est quand même assez intéressant, puisque en définitive, on a une convergence de points de vue, à peu près sur les mêmes fondements textuels, entre ChatGPT et ce que la Cour d'appel de Rennes a pu considérer dans des circonstances d'espèces identiques. Je répondrai. Moi, ouais. Alors, en ce qui me concerne... Ah oui, tu étais... Oui, ça c'était les enseignements. Tu continues, le slide après. Voilà, tu continues. Alors, moi, en ce qui concerne, j'ai interrogé 3 IA. Je vais vous, avec le même prompt qui est celui-là. Le dossier est pour ceux qui font un peu de droit de la construction, est assez simple. On a une loi, la loi sur la sous-traitance, qui oblige effectivement une entreprise principale à déclarer ses sous-traitants à son client et à faire agréer ses conditions de paiement. Du fait que la sous-traitance soit irrégulière, découle un certain nombre de conséquences, notamment sur le paiement. Donc la situation est la suivante. Moi je suis maître d'ouvrage et une société sous-traitante non déclarée, qui ne m'a pas été déclarée, m'indique que sa facture ne lui a pas été payée par l'entreprise principale. Cette entreprise principale a été mise en liquidation judiciaire, bien évidemment. Et la question, c'est: ce sous-traitant peut-il engager la responsabilité civile du maître d'ouvrage et obtenir sa condamnation IP et des dommages et intérêts au titre de sa facture non payée, alors que ce maître d'ouvrage a mis l'entreprise principale en demeure, etc. Répondre en se référant à la loi numéro 75-1334 du 31 décembre 1975 et la jurisprudence française. Je veux un modèle de conclusion, j'aurais dû mettre au pluriel, c'est peut-être ça qui l'a perturbé, de conclusion juridique formelle utilisable en contentieux. Ça, c'est la demande que j'ai formulée
à 3 IA différentes. Tout d'abord, Chat On-I, version payante. Alors je ne sais pas s'ils sont plus ou moins performants selon que la version est payante ou gratuite. Là, j'ai une version payante et 2 versions gratuites. Alors, sur le slide suivant, voilà la réponse intégrale qui m'a été faite. Je ne vous demande pas de tout lire, vu le temps. Par contre, vous noterez, et j'y reviendrai qu'à l'avant-dernier paragraphe, d'après la jurisprudence, notamment à l'arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2011, etc., il est rappelé que, et le slide suivant, voilà la conclusion de l'IA. Le maître d'ouvrage n'encourt pas de responsabilité civile à l'égard du sous-traitant non déclaré. Ce dernier ne pourra pas obtenir de dommages et intérêts pour le paiement de sa facture non réglée en l'absence de déclaration formelle de sa part. Je reste à disposition pour toute question clarifiée. Il est très poli. Et donc, moi, ce que j'en retire sur le slide suivant, c'est qu'effectivement, Chat On-I version payante n'a pas du tout vu les dispositions spécifiques de la loi sur la sous-traitance relative à l'obligation du maître d'ouvrage qui, dès qu'il a connaissance de l'existence d'un sous-traitant, doit tout faire pour obtenir sa régularisation. Ça, il est passé totalement à côté. Il n'a même pas, alors que je lui ai dit d'aller chercher la loi sur la sous-traitance, il n'a pas vu l'article 14-1. Et là, moi, l'erreur est humaine, il n'a cité aucune jurisprudence. Si, il en a cité une et elle n'existe pas. C'est-à-dire que cet arrêt, il n'existe pas. L'IA suivante, c'est ChatGPT, version gratuite, même prompt, même question. Donc la version de ChatGPT, suivant, elle est un peu plus structurée. Modèle de conclusion, voilà ça. Tout ça, c'est sa réponse. Hein. Donc slide suivant, on a effectivement, voilà. Sur l'absence, il m'a fait un plan, hein, tout ça c'est celui. Sur l'absence de responsabilité civile du maître d'ouvrage à l'égard d'un sous-traitant non déclaré et non agréé, jusque-là il a parfaitement compris le problème. Attendu que, voilà, merci. Attendu que la société sollicite, donc ça il rappelle les faits, attendu que la réclamation est présentée au titre responsabilité civile délictuelle, au terme de l'article 3, bon ça c'est le slide suivant, article 14, je me suis dit, 14 ans, ça n'y est pas, et vous voyez qu'il y a un certain nombre de jurisprudences. Elles sont toutes fausses. Toutes. La seule qui pourrait se rapprocher de quelque chose, c'est l'arrêt, pseudo-arrêt de la 3e chambre civile du 25 octobre 2005. Alors, il existe non pas un arrêt 04-14-194, mais 04-14-195, mais qui ne traite pas du tout de la sous-traitance, mais des travaux supplémentaires en matière de forfait. Et donc, la conclusion, donc on peut aller, et donc il me fait un par ses motifs, donc je vais demander des conclusions, il me fait un par ses motifs. Dire et juger que le maître d'ouvrage n'a commis aucune faute, alors déjà c'est mort, c'est pas vrai. Le reste, on s'en fiche. Alors bilan, effectivement, il est passé lui aussi à côté, alors que je lui ai dit d'aller chercher dans la loi, et toutes ces jurisprudences, 100% de ces jurisprudences sont inventées. 100%. Troisième, alors ça, on verra, peux-tu remplacer un avocat? Alors si, il y a quelque chose qui est intéressant dans sa réponse, peux-tu remplacer? C'est le premier, il me dit, seuls les avocats sont habilités légalement à donner des conseils juridiques. Il retient un peu l'idée du monopole des avocats, j'ai trouvé ça, mais bon, on n'a pas le temps, on va biffer sa réponse. Le troisième prompt, c'est Grok. Je lui ai posé exactement la même situation. Et la réponse que Grok fait, alors là, c'est beaucoup plus succinct. Bon, il rappelle les faits, jusque-là. Et là, c'est intéressant. Le slide suivant, lui, il a bien vu qu'il y avait un problème de responsabilité. Donc, je ne peux pas dire qu'il se soit complètement planté, puisqu'il va conclure effectivement sur la responsabilité civile 1240. Alors, cet arrêt est aussi inventé, je vous le dis tout de suite. C'est pas bon. Donc, 100% des jurisprudences sur les 3 IA, il n'y en a aucune qui existe. Et la conclusion sur le slide suivant, encore après, parce qu'on va... Il dit bien, le maître d'ouvrage, voilà, il me cite tous les articles, mais il n'a pas vu 14-1 lui non plus, il est passé totalement à côté, mais il me déroule effectivement un raisonnement préjudice, lien de causalité, comme ça doit être fait en RC, etc. Et à la fin, il me dit, par ces motifs, constater que le maître d'ouvrage a commis une faute, alors il a raison, pas sur le bon fondement, mais il a effectivement commis une faute, donc pour le coup, c'est peut-être celui qui s'en tire le mieux. Alors, qu'est-ce que la quatrième... alors, pour Grok, c'est pareil, sur le slide suivant, s'il a bien conclu la responsabilité civile du maître d'ouvrage, pas sur le bon fondement, et en plus, jurisprudence inventée, lui aussi. Alors, et le magistrat dans tout ça, alors là, on va passer, parce qu'on n'a pas le temps,
et le magistrat. Alors, ça, c'est l'extrait du jugement qui a été effectivement rendu par Madame Laporte. Et on va aller sur mon avant-dernière page, Mathieu, si tu veux bien. Voilà. En principe, le maître d'ouvrage qui a connaissance de la présence de sous-traitants sur un chantier doit mettre en demeure l'entrepreneur principal ou le sous-traitant de s'acquitter. Le fait que le sous-traitant ait achevé les travaux, ça, il rappelle le principe. Et ensuite, la décision arrive sur la page suivante. Or, en outre, l'obligation du maître d'ouvrage ne se contente pas à une simple mise en demeure. La Cour de cassation dit qu'il ne suffit pas d'un recommandé, il faut mener vos procédures jusqu'au bout, jusqu'à obtenir la régularisation. Et effectivement, la quatrième a condamné. Donc, ce que j'en retire, c'est qu'effectivement, alors, les confrères qui auraient dans l'idée de dire, ben voilà, je vais bâtir mes conclusions, voilà. Alors là, déjà, les jurisprudences, alors peut-être que ce que je dis, j'ai entendu, hein, ce qu'on dit aujourd'hui sera peut-être plus valable demain, 100% d'erreurs dans les jurisprudences. Ça, c'est clair. Sur 3 IA, 2 n'ont pas vu le bon fondement juridique, parce qu'on est effectivement sur une matière où c'est pas 1 + 1 = 2. Voilà. Donc, effectivement, là, les avocats, c'est mon confrère Sébert qui disait, mais comment est-ce qu'on peut gagner un dossier si l'adversaire ne fait plus d'erreurs? En continuant tout simplement à réfléchir. En continuant à réfléchir et en faisant notre métier. Le droit, c'est pas des maths, le droit, ça évolue. Le droit, il y a des revirements de jurisprudence. On peut aller contre une jurisprudence, c'est ça, faire du droit. Le droit est une matière vivante, et ça, l'IA, elle n'est pas prête, encore, peut-être qu'un jour. Et effectivement, un avocat n'est pas un photocopieur, alors que l'IA, effectivement, c'est un algorithme. Alors après, on peut vouloir une justice algorithmique, ou vouloir une justice tout simplement. Ça, c'est un choix de société. Maintenant, la parole à Madame Laporte. À la défense. Non. Voilà, merci à tous les deux pour l'éclairage sur les décisions qui ont été rendues il y a quelques mois, quelques années même parfois. Alors juste pour revenir, parce que c'est vrai que forcément suite à cette, on va dire, ce challenge un peu de ChatGPT, moi aussi je suis allée voir un peu ce qui se passait sur les IA. Alors pour vous expliquer, pour revenir sur ce qui a été relevé par Maître Caous-Pocro et l'application immédiate du texte. Voilà, moi mon raisonnement n'a pas été, vous l'avez compris, d'aller interroger l'intelligence artificielle. Alors sachez que dans le cadre de nos activités, nous n'avons pas pour l'instant accès à des IA qui nous sont proposées par notre ministère. Ça j'y reviendrai, puisqu'en fait ça va être quelque chose qui se mettra sans doute en place. Donc de toute façon, pour le moment, si nous l'utilisons, ça c'est dans un usage purement privé. Et donc, mon réflexe à moi, ça a été plutôt d'aller chercher du côté de la jurisprudence et de voir un peu ce que la Cour de cassation avait dit. Donc en fait, la décision que moi j'avais rendue à l'époque était plutôt basée sur un arrêt de la Cour de cassation de la Chambre commerciale du 12 mai 2021 qui considérait qu'on appliquait la loi applicable en matière de responsabilité, c'était celle qui s'appliquait au moment du fait générateur. Et comme il s'agissait d'un trouble anormal de voisinage avec un problème assez délicat de construction qui avait été faite à proximité d'un bâtiment fragilisé du fait de cette construction, eh bien, les faits dataient de 2016 et donc les demandes de provision qui sont encore d'actualité étaient basées sur ce fait générateur. Donc en fait, j'avais retenu l'application effectivement de la loi ancienne, enfin, la jurisprudence ancienne, sans tenir compte du nouveau texte qui écartait les entreprises et leurs assureurs de la possibilité pour le voisin d'obtenir réparation sur la base du trouble anormal de voisinage. Donc voilà donc ça montre effectivement que, alors je ne sais pas si mon raisonnement est bon, effectivement la Cour d'appel jette un doute, mais je ne suis pas complètement toujours d'accord avec la Cour d'appel de Rennes, donc voilà, c'est comme ça. On n'est pas toujours... elle n'a pas rendu sa décision. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas encore eu vraiment de décision sur le sujet. Mais en tout cas, ça montre finalement, effectivement, la différence entre le raisonnement de l'IA, qui est basé sur, vous l'avez vu, sur des précédents. Et en fait, on voit bien quand on interroge l'IA sur des questions juridiques, on lui dit « tu es sûr de bien avoir compris ?» Et si je te dis que finalement, je pense que si on lui avait dit « est-ce que, en tenant compte de l'arrêt de la Chambre commerciale du 12 mai 2021, est-ce que… voilà. En fait, il change d'avis assez facilement. Hein, puisque, ah oui, maintenant qu'effectivement, maintenant que vous me le dites, je ne suis pas complètement convaincue par ma réponse. Bon voilà, c'est très intéressant parce que ça montre
toute la fragilité de l'utilisation qui peut en être fait. Et en tout cas, pour l'instant, il faut être très vigilant. C'est-à-dire qu'effectivement, sans doute qu'on progressera. Aujourd'hui, il faut être très vigilant. C'est vrai que les sources qui sont citées, moi j'ai utilisé aussi deux types de... à chaque fois, on a des sources. Alors, parfois, les sources sont exactes. On a parfois même un renvoi aux sources. Et c'est vrai que aussi on a un effet boule à facettes des sources qui fait que voilà, on croit qu'il y a du fond et en fait il n'y a pas cette réalité. Donc voilà, c'est pour rebondir sur les deux exemples, pour expliquer un peu ce qui se passe concrètement sur... je pense que j'avais aussi envoyé... Oui. Alors je ne vais pas non plus être très détaillé, puisqu'en fait on est au début au sein là aussi de l'institution judiciaire dans de la réflexion de ce qui va se passer. Alors si la Cour de cassation est en avance avec son rapport sur l'intelligence artificielle qui a été rendu en avril 2025, alors on ne peut pas dire que le ministère de la Justice, enfin, les instances judiciaires soient forcément extrêmement en avance. Aujourd'hui, c'est en train de se mettre en place. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on voit, c'est ce que la Cour de cassation a relevé et ce que notre ministère est en train de travailler, parce qu'actuellement, on devait aussi avoir un rapport qui devait sortir en mai, mais qui, j'imagine, aussi est reporté plutôt sur la rentrée. En fait, c'est le directeur adjoint d'école de la magistrature qui a été en charge de trouver, d'essayer d'identifier là aussi des besoins. Alors les besoins, ils en ont identifié 60. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il y a des attentes, beaucoup d'attentes de la part des magistrats, mais aussi du personnel de grève, des agents administratifs qui ont été, tout le personnel qui a été interrogé. Après, sur les attentes, entre les attentes et la réponse aux besoins, il va y avoir un décalage. Aujourd'hui, ce qu'on relève, c'est effectivement plutôt l'idée qu'on va essayer d'enrichir les documents juridiques, ce qu'on a vu finalement jusqu'à présent, structurer, enrichir, identifier les références. Ça, on le voit bien dans la recherche. On n'aura pas de mal à alimenter. Alors là aussi, nous-mêmes nous alimentons, puisque on a l'open data qui permet aujourd'hui en fait d'avoir tout le flot des décisions rendues par les juges judiciaires qui alimentent en fait le contenu. Et la Cour de cassation, avec l'open data, en fait, permet d'avoir un accès à une jurisprudence élargie. Et pour la Cour de cassation, l'IA va lui permettre d'avoir une connaissance sur les orientations, sur les positions, sur les divergences entre les différentes juridictions sur certains sujets. Donc ça va être un enrichissement pour elle sur la prise de décision. Sur l'exploitation des écritures, alors forcément, on est tenté d'imaginer qu'on puisse utiliser l'IA aussi pour synthétiser les écritures. À la 4e, on est assez coutumier de conclusions d'avocats qui peuvent aller de 40, 50, 60, voilà. On peut avoir vraiment énormément de conclusions à lire. Donc c'est vrai que cette petite tentation de se dire si l'IA me permettait d'extraire la substantifique moelle des conclusions, mais je ne suis pas non plus complètement convaincue. C'est-à-dire qu'en fait, entre la lecture qu'on va avoir et l'outil, il va falloir avoir confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est toujours le problème de la confiance dans l'outil qui nous est proposé. Voilà. Donc je pense qu'on va continuer à lire les pages de vos conclusions sans problème. Et puis après, il y a l'exploitation des données et l'aide à la rédaction. Alors aujourd'hui, l'aide à la rédaction est forcément, on l'a bien vu, très limitée. On parle la Cour de cassation parle de contentieux sériel, où en fait elle pourrait donner une sorte de trame. Alors on n'arrivera pas au juge robot, mais l'idée c'est d'avoir en fait quand même une sorte d'uniformisation sur des contentieux extrêmement répétitifs et d'avoir un cadre, un canevas qui soit proposé. Donc ça reste limité, et ce qui est surtout très important, mais ça a déjà été évoqué, c'est les critères d'évaluation de ces cas d'usage. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien aujourd'hui que la préoccupation du ministère, c'est attention, éthique. Donc les critères éthiques sont primordiaux, c'est vraiment le critère essentiel dans l'utilisation de l'IA. Après, les critères juridiques, on a évoqué le règlement de l'UE du 13 juin 2024, le RGPD, qui sont un cadre juridique effectivement fort et qui permet aussi d'assurer une certaine sécurité pour les justiciables. Des critères fonctionnels aussi, quel est l'intérêt
En fait, ce que le ministère montre, c'est qu'il y a plein d'envies, plein d'idées. En fait, ils disent finalement, il y a sans doute peut-être aussi plein de dysfonctionnements, il y a plein de procédures, de tâches inutiles. Et ce n'est pas forcément l'IA qui va nous aider à nous défaire de ces tâches inutiles. C'est-à-dire qu'avant d'utiliser l'IA, qui est quand même extrêmement consommateur d'énergie et quand même pas très bon pour la planète, on a sans doute d'autres moyens de rationaliser nos propres procédures. Et puis, critères techniques et économiques, c'est un grand sujet au sein du ministère, parce que c'est vrai que quand on connaît les outils informatiques sur lesquels on travaille, c'est vrai que ça paraît toujours un peu décalé de parler d'intelligence artificielle aujourd'hui, mais voilà, ça fait partie des choses à voir. Ce qui me semble, moi, très intéressant dans aujourd'hui la réflexion, c'est l'importance que le ministère accorde à des réponses souveraines. C'est-à-dire qu'en fait, hébergement, système d'intelligence artificielle, il faut que ça soit avant tout le ministère qui soit le porteur de ce projet pour garantir la souveraineté, la sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas se permettre, au regard des données sensibles qui sont abritées par le ministère, on ne peut pas se permettre d'aller d'utiliser n'importe quoi, n'importe quand. Et ça, c'est la question principale aujourd'hui, elle est là-dessus, c'est comment nous produire notre propre système. Alors aujourd'hui, le ministère de la Justice est en lien avec ce qui se passe au niveau des armées et au niveau du ministère de l'Intérieur. Il y a des plateformes qui ont déjà été mises en place, des plateformes d'IA générative qui vont être peut-être mutualisées aux différents ministères. Il y a aussi des expérimentations qui sont faites sur le traitement des procédures pénales. Donc un traitement automatisé des procédures pénales. C'est vrai que tout de suite, dans le domaine judiciaire, mais comme dans le domaine du droit des juridictions administratives, on voit tout de suite cette petite crainte de l'atteinte aux libertés fondamentales. Et c'est vrai qu'il faut être prudent sur l'utilisation que l'on va faire. Au-delà de la confiance dans les outils, il y a aussi la crainte qu'on peut avoir d'une déformation et que l'algorithme, effectivement, finisse par nous tuer. On s'arrête là. Voilà.